Bonjour, je vous propose que l'on commence et on accueillera les nouveaux arrivants petit à petit s'ils se connectent. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien, ça fonctionne. Très bien. Eh bien, parfait. Eh bien, bienvenue, bonjour à toutes. Du coup, on est simple, on n'est que des femmes. Donc, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel aparté que je suis ravie d'animer aujourd'hui. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis Maëva Fortin. On ne se connaît pas encore pour tout le monde. Je suis responsable de la fabrique RH. Et donc, avant de rentrer dans le cœur du sujet et de laisser la parole à Camille Rabineau qui est avec nous aujourd'hui, je suis sincèrement très contente de vous annoncer la réouverture de l'étape, donc ce mardi 14 septembre. Donc, l'espace de coworking des agents publics franciliens qui est situé dans le 9e arrondissement de Paris. Et l'étape qui est née donc, dans le cadre de la fabrique RH et qui a été co-construite il y a maintenant plusieurs mois avec de nombreux agents publics. Et donc, si vous êtes agent public nomade qui aurait besoin d'un lieu pour poser son ordinateur entre deux réunions ou en télétravail et que vous avez un petit peu ras-le-bol de travailler de chez vous, ou vous faites partie d'un gros projet et que vous voulez vous retrouver dans un espace créatif et modulable, l'étape est faite pour vous. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire dans ce nouveau tiers-lieu pour venir le découvrir et venir nous voir. Donc, j'espère à très bientôt à l'étape. Et donc, pour démarrer la rentrée, nous vous proposons aujourd'hui d'échanger avec Camille Rabineau sur les espaces de travail du futur. Donc, on le sait maintenant, la crise sanitaire a chamboulé profondément le monde du travail. Le bureau en tant que tel ne disparaîtra certainement pas, mais l'open space ne va pas non plus devenir la norme. Alors, à quoi ressembleront les futurs espaces de travail ? Donc, Camille est consultante spécialiste des nouveaux modes et espaces de travail et elle est également fondatrice du cabinet Comme on travaille. Et dans son dernier e-book pour le média Welcome to the Jungle, Camille nous livre son point de vue sur le bureau, un espace en voie de disparition, point d'interrogation. Oui, surtout point d'interrogation Point quand d'interrogation. même. Donc, je vous conseille sincèrement de lire ce e-book qui est vraiment très complet et instructif. Donc, vous allez Merci. forcément apprendre beaucoup de choses. Et donc, Camille, je vais te laisser la parole. Merci beaucoup d'être là ce matin. Et Merci à donc, comme toi, Maëva. d'habitude, on aura un temps dédié aux questions tout à l'heure, mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat tout au long de l'aparté, si vous en avez. Voilà, donc Oui, puis je merci crois Camille. que si on reste à 4, vous pouvez même les poser en live à haute voix. On va faire ça de On façon essaie. simple et conviviale. Ok, du coup, tu me passes la parole, Maëva, c'est bon? Ok. Exactement. Alors par contre, je vais avoir besoin que tu me permettes de partager mon écran. Je n'ai pas réussi pour le moment. Alors déjà, bonjour Thérèse, Emmanuel et du coup Maëva. Alors donc, voilà, j'ai eu la chance d'avoir cette opportunité d'intervenir pour les apartés. Je vais peut-être commencer par me présenter. Donc moi, je suis Camille Rabineau. Donc je suis urbaniste de formation. Et maintenant, depuis 6 ans, je travaille sur ce sujet des nouveaux espaces de travail et particulièrement des nouveaux bureaux. Alors, est-ce que vous voyez bien? Normalement, j'ai En partagé train de quelque charger, chose. ça va venir, c'est en train de charger. Ok. Vous me dites quand vous voyez bien. Donc voilà, donc moi ça fait 6 ans maintenant que je travaille sur des projets en fait de réaménagement de bureaux. Et donc concrètement, à quoi ça consiste? Donc moi, j'accompagne des entreprises, mais aussi des acteurs du secteur public. Je vous en donnerai des exemples tout à l'heure, dans des réflexions de comment on veut faire évoluer nos espaces de travail et en particulier nos bureaux pour s'adapter aux nouveaux modes de travail, toutes ces nouvelles façons qu'on a de collaborer et aussi de manager, qui étaient déjà là depuis quand même voilà, une bonne décennie et puis qui sont en accélération depuis maintenant le Covid. Ça aura eu quand même au moins cette vertu d'accélérer pas mal de transitions. Et donc là, voilà, donc ce que je me propose de faire, je ne sais pas pourquoi, voilà, reprendre le partage. Est-ce que ça marche?
C'est en train de charger encore. Ouais, ça marche toujours pas? OK. Donc ce que je vous propose de faire, c'est déjà une petite, introduction. Donc je salue la nouvelle personne aussi qui est arrivée dans la salle. Heu, voilà, une petite introduction juste de mise en contexte, de voir un petit peu bon je crois que je vais arrêter de recommencer parce que ça ne semble pas fonctionner et puis ensuite, voilà, on aura un temps d'échange mais à nouveau, je pense que tant qu'on est, dans ce petit format, on peut faire ça de façon simple. Alors, est-ce que ça va marcher cette fois-ci? Toujours, la technique, hein, dont on est tributaire, C'est ta avec faute d'avoir ces testé, mais au ouais, pire, si ça ne fonctionne pas, on vous enverra la non, non, présentation. non, non, mais ce qu'on va faire sinon parce que là, j'essaie de partager, en fait, directement l'onglet, c'est peut-être ça, en fait, qui fait que ça marche pas. Voilà, C'est bon? Ah d'accord, j'ai parti. compris. C'est que j'étais pas sur le bon, et OK. Alors je voudrais faire un test, du coup, vous allez me dire, on va tester quelque chose. Si, est-ce que là, vous le voyez toujours ou pas? Ou ça s'est arrêté? C'est bon, on le Toujours? voit. C'est On le voit. bon? Ah excellent. Bon, ça c'est bien. OK et ben alors c'est parti. Donc moi j'ai intitulé, cette intervention, «Renouveau du bureau, futur ou fiction?» Bon, c'était pour être un petit peu, poil à gratter, hein, il le faut parfois, hein, pour ces longues journées de visio. Mais aussi parce que voilà, je voulais vous faire part de mon expérience, de ce que je vois sur le terrain, peut-être un peu loin, voilà, de ce qu'on peut entendre, les grands discours sur les tendances de demain, mais aussi, voilà, mon métier, ça consiste vraiment à accompagner les salariés dans leur parcours et leur appropriation vers ces nouveaux espaces de travail, vraiment à les impliquer aussi dans la démarche, le temps de ces projets qui peuvent être parfois très longs, projets de réaménagement, hein, ça ne se fait pas forcément en un claquement de doigts. Et du coup, voilà, c'est vrai que j'ai à cœur dans mon discours un peu de réconcilier à la fois ce qui peut être un peu l'avant-garde, hein, tout le monde n'a pas encore, loin s'en faut, des bureaux à la Google, et parfois ce qu'on appelle en psychologie du travail le travail réel, quoi, hein, ce qui se passe vraiment et comment c'est vécu de l'intérieur par les salariés et qui ont parfois d'autres attentes aussi, d'autres points de vigilance de ce qu'on peut voir dans voilà, les articles sur les grandes tendances, etc. Et c'est vraiment ce sur quoi j'ai voulu centrer mon propos ce matin. Alors, c'est pénible. Ouais, ce qu'on va faire, c'est que je vais fermer. Je crois que c'est le fait d'avoir ouvert ces sondages. On va peut-être pas les faire finalement. Voilà. Alors, vous me dites si jamais vous voyez plus. Hein. Alors, ce qui est sûr pour entamer ce sujet, c'est que, en fait, depuis, ça fait vraiment, comme je dis, bien une bonne dizaine d'années que les bureaux, hein, on va s'intéresser aujourd'hui essentiellement à ce qui se passe dans les environnements de travail des métiers de bureau tertiaires. Et donc, ils avaient entamé une lente mais sûre métamorphose, hein, pour suivre les mutations très fortes du travail qui se dessinent. Et donc, en fait, les grands projets de réaménagement pionniers, ceux qui ont beaucoup inspiré des espaces de travail, on pense par exemple à Société Générale Les Dunes, qui est un exemple très connu, dans la sphère publique, la région Île-de-France, que vous connaissez peut-être, qui est un peu voilà, cet exemple emblématique qu'on donne souvent. Eh bien, qu'est-ce que ça donnait en pratique? Ça donnait des espaces plus ouverts, plus variés, plus flexibles, des espaces qui sont fondés sur la mobilité aussi, qui invitent les salariés à se déplacer au fur et à mesure de leurs besoins, de leurs tâches dans la journée, dans leur semaine de travail. Des bureaux aussi qui étaient partagés. On va revenir sur tous ces concepts, hein, mais moi j'ai coutume de dire souvent que le flex office, par exemple, c'est un peu l'application de l'économie collaborative au bureau, au monde du bureau, puisque on va reverser au pot commun des mètres carrés, les mètres carrés économisés sur les usages individuels. Des bureaux décentralisés aussi, hein, depuis une dizaine, quinzaine d'années, on a vu l'émergence des tiers-lieux de plus en plus se développer, des espaces de coworking qui venaient offrir une alternative aux locaux de l'entreprise pour parfois travailler.
Non, tout ça, c'était vraiment ce qui préexistait, hein, en fait, déjà avec la crise, c'était une pente douce sur laquelle, malgré tout, de plus en plus d'entreprises étaient en train d'aller, le tout en lien avec le développement quand même du télétravail qui, de même, hein, se développait tout doucement. On n'avait pas encore connu le boom qu'on vit depuis maintenant 1 an et demi, mais tout ça était quand même préexistant. Alors, je pense que c'est le moment peut-être, ouais, il y a une petite image de fond là qui n'apparaît pas bien. Est-ce que ça le fait là ou pas? Non. Oui, donc c'est le moment peut-être de revenir, sur justement quelques concepts des ce qui recouvre en fait un peu la famille de ces nouveaux espaces de travail. Donc c'est peut-être des termes que vous avez déjà entendu parler ou que vous maîtrisez, mais voilà, dans le doute et devant peut-être l'hétérogénéité, des interlocuteurs, je préfère, revenir pour être sûr qu'on parle bien le même langage. Donc aujourd'hui, les espaces qu'on conçoit, je pense que le trait commun principal, c'est d'être aménagé par les usages. C'est ce qu'on appelle vraiment aménagement selon les usages. En anglais, c'est ce qu'on appelle activity based. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment la volonté, en fait, d'offrir une palette d'espaces différents, des espaces qui vont vraiment épouser toute la diversité des situations de travail qu'un salarié peut rencontrer dans sa journée de travail, de la plus en introspection, de la plus silencieuse à la plus collective, collaborative, la plus interactive, d'avoir vraiment l'idée de construire comme un menu d'espace qu'on va le plus souvent co-construire avec les salariés pour voilà, avoir en fait quelque chose de très, très dynamique et dans lequel le salarié va être amené à se déplacer en fonction de ses émotions, ses besoins et ses activités. Ça, c'est quelque chose voilà, qui est, je dirais, le trait commun de tous les nouveaux projets que moi je vois. Sur cette base-là, on peut aller ensuite un cran plus loin, mais ce n'est pas forcé. Si on passe en ce qu'on appelle le flexofisme, c'est un terme qui peut faire peur, hein, vous me direz ce que vous en pensez, on aura peut-être l'occasion d'en discuter. Qu'est-ce que le flexofisme? Donc, cette idée de désattribuer les positions de travail. Donc, si on s'intéresse à la zone un peu de bureau de référence, on ne va plus avoir de poste nominatif attribué, mais des positions de travail désattribuées. Et quel est l'intérêt de faire ça dans un cadre d'aménagement par les usages? Eh bien, c'est parce qu'on va jouer en fait sur ce qu'on appelle le foisonnement de salariés, le fait qu'ils ne soient pas tous là en même temps. Et c'est bien sûr de plus en plus vrai maintenant avec la forte dose de travail qui est en train d'arriver dans les organisations. On joue en fait sur ces présences et ces absences simultanées pour récupérer justement de la surface qu'on va réinjecter à tous ces nouveaux usages collectifs et alternatifs en fait à la zone de bureau de base qui n'existait pas avant. Mais ça, c'est une option qui s'offre à moi et à vous, enfin, aux porteurs de projets. Ce n'est pas obligatoire et il y a aussi des personnes, des organisations, notamment dans la sphère publique, mais pas que, qui choisissent de rester quand même en position de travail attribuée parce qu'elles estiment plus souvent que c'est un trop grand pas à faire pour leurs salariés. Et donc, elles ne franchissent pas cette étape. Elles vont essayer de varier quand même malgré tout les espaces offerts, mais en restant dans un schéma non flex. Bon, par contre, une chose est sûre, c'est que les espaces ouverts, hein, c'est ce que j'ai mis là sur la gauche, restent quand même un peu le dénominateur commun de ces espaces. C'est très rare, mais ça peut exister. Dans des nouveaux projets, en tout cas, que les entreprises choisissent de rester sur un schéma très cloisonné, tout en ayant une volonté d'offrir plus d'espaces de travail plus variés qui vont favoriser la collaboration, la convivialité, etc. Pour une raison très simple, c'est que ça va offrir un schéma plus flexible, plus facilement modulable et donc plus adapté à ces schémas qui reposent sur une variété d'espaces. Donc voilà, c'est quand même, en tout cas, dans ce qu'on voit, le dénominateur commun. Après, voilà, ça ne veut pas dire que si vous êtes très très riche en mètres carrés et avec pas du tout d'enjeu d'optimisation, vous ne pouvez pas quand même garder des bureaux cloisonnés, mais c'est vrai que c'est pas ce qu'on voit le plus souvent. Je regarde ma montre en même temps. Donc, toutes ces tendances, elles ont vraiment été accélérées depuis 1 an. Alors,
Pourquoi? Eh ben, tout simplement parce que avec la baisse de l'occupation du bureau, hein, une baisse drastique, hein, d'abord forcée, qui s'est passée en 2020, et aussi les nouveaux coûts qui surgissent autour du télétravail, hein, vous l'avez sûrement vu chez vous en interne, hein, les salariés, les agents sont en demande d'une prise en charge par l'employeur d'un meilleur confort d'installation à domicile, parfois peut-être de place en coworking s'il y en a près de chez eux pour justement être mieux installés que chez eux. Donc ça a un coût. Et tout ça fait que, bah oui, il y a quand même une recherche d'optimisation immobilière et de juste utilisation des mètres carrés, hein, et qui est bien légitime chez les employeurs. Bien sûr, il va avoir là en écho aussi le souci environnemental, hein, vous le savez, peut-être on a ici parmi vous qui sont en région francilienne, on parle, les mètres carrés, hein, on parle là d'une ressource, une ressource foncière qui est parfois rare. On parle de coûts carbone liés à la construction, à l'utilisation, à l'équipement de ces mètres carrés-là. Et donc, il y a aussi cette logique organisation qui va avoir un bénéfice environnemental, même si voilà, le bilan carbone du mode hybride il est très compliqué à évaluer avec tous les coûts induits, notamment de transport, peut-être si vous avez des agents qui vont en profiter pour déménager, etc. Mais voilà, en tout cas, cette réflexion environnementale, elle se pose et elle a plutôt tendance à accélérer ces mutations. Et puis, il y a aussi la volonté de créer un écrin à la vie sociale professionnelle, hein, au bureau. Et ça, c'est vraiment ce qui nous a fait défaut depuis un an, hein, quand on était tous en télétravail. Et vraiment, le très commun, hein, aujourd'hui, mais ça se voit aussi quand on enquête auprès des salariés, donc très commun des employeurs, c'est que au bureau, les salariés, quand ils y vont, eh bien, ils tirent vraiment le meilleur parti de cette présence sur place, de l'interaction avec leurs collègues. Vous savez, c'est la fameuse sérendipité, hein, c'est un mot qu'on entend beaucoup, hein, c'est voilà, toute la valeur, tous les bénéfices, alors parfois qui restent à démontrer, mais en tout cas, voilà, c'est un fort ressenti qu'on a un peu quand même ces étincelles qui surgissent quand on peut croiser ses collègues dans le couloir, les avoir à côté de soi pour leur poser une question spontanément, etc. Donc ça, il y a aussi vraiment cette volonté de faire monter en gamme le bureau pour le rendre plus favorable à ces interactions-là. Et puis, en lien avec justement ce que je viens de dire, il y a cette conscience, hein, qui est très partagée par les employeurs que finalement, pour ne pas mourir, le bureau, il doit vraiment se mettre à jour, il doit monter en gamme, il doit offrir une expérience, un confort qui vaut le coup finalement de se déplacer, maintenant que finalement les salariés savent qu'ils peuvent s'en passer. Alors certes avec des risques, des limites, hein, on les a bien vus aussi, hein, les écueils de travailler en 100% chez soi. Mais malgré tout, voilà, il y a cette conscience maintenant et donc il faut rendre vraiment sa valeur ajoutée au bureau. Et là-dessus, je peux vous citer justement un chiffre issu de l'enquête que j'ai fait pour Welcome to Jungle qui montrait que 45% aujourd'hui des salariés déclarent attendre plus du bureau qu'avant. En fait, toute cette crise-là, ça a fait monter les exigences en fait, des salariés vis-à-vis du bureau et c'est bien normal puisqu'ils savent qu'on peut s'en passer. Alors, du coup, moi, j'avais un petit sondage là, que je voulais vous proposer, puisqu'on est un petit nombre maintenant. Alors, vous allez me dire si ça marche. J'avais préparé ça pour ajouter un petit peu d'interaction à la présentation. Là. Est-ce que ça va marcher? C'est toujours tout le débat de pas se faire déborder par la technique et que ça devient plus une galère qu'autre chose, mais je trouve ça toujours quand même sympathique d'ajouter un peu d'interaction. Alors, hop, je vais le rediffuser. Je ne sais pas si vous connaissez ce type d'outils. C'est des outils tout simplement qui permettent de faire des petits sondages en ligne. Donc, je vais essayer de l'afficher. Voilà, alors, go. Hop. Vous allez me dire si vous le voyez. Hop. Toc. C'est bon, on le voit. Alors, ce que je vous propose, du coup, on va faire ce petit sondage. C'est très simple. Vous prenez votre téléphone, si vous l'avez à côté de vous, vous ouvrez votre navigateur, donc votre Internet. Vous allez sur www.menti.com.
vous rentrez le code indiqué, donc c'est 3610 et plus loin 1079. Et là, je vous demande votre avis à vous, de vous positionner sur ce diagramme araignée. Le bureau, demain, pour vous, c'est quoi? Est-ce qu'il est plutôt collaboratif, plutôt flexible, plutôt confortable, plutôt digital, hybride, plutôt où il fait bon vivre, voilà, cosy. Là, pour l'instant, on a une personne qui ne veut pas choisir. Là, tout est, tout est important. Voilà, donc, je suis curieuse de ce que vous allez nous dire. Let's go. N'hésitez pas aussi à prendre la parole s'il y a un petit souci de connexion, si vous n'y arrivez pas. Là, alors, je ne sais pas combien de personnes ont répondu. Une. Ne réfléchissez pas trop, hein, c'est fait pour être intuitif. Ah, super. Ah, ça bouge, ça bouge. 5. Et on est combien, Maëva? 8. Et moi, je ne l'ai pas fait. Alors, on va dire que ça se fige. Bon, c'est intéressant. En tout cas, comme quoi, j'ai quand même bien identifié les grandes tendances parce que vous êtes plutôt d'accord avec tout. Mais on va dire que c'est quand même le côté collaboratif qui l'emporte. Hein. Voilà, en lien avec ce que je disais, voilà, vraiment que ce bureau soit un facilitateur d'interaction et d'échange avec les salariés. Super. Alors, ne fermez pas votre onglet. Hein? On peut vous interrompre ou pas? On peut vous interrompre ou pas? Mais oui, bien sûr. Faites. Oui, désolée de mon retard, hein, j'étais dans une réunion avant que je n'ai pas réussi à faire finir plus tôt. Pas de problème, Régine. Je voulais simplement dire que, en fait, demain, nous serons dans quelque chose que nous ne connaissons pas aujourd'hui et que nous essayons de construire. Très Et juste. quand on essaie de le construire, je pense qu'il y a la maîtrise notamment de tous les outils mis à notre disposition, tout autant que l'état d'esprit dans lequel on va utiliser ces outils qui rentrera fortement en ligne de compte. Oui, oui, oui. Je vois bien ce que vous voulez dire sur demain est quand même encore plein d'incertitudes et la nécessité de le co-construire ensemble, surtout quand on est sur des communautés de travail. J'insiste vraiment sur le fait que nous ne savons pas encore ce que nous allons construire demain. On a l'expérience du tout présentiel, on a l'expérience du tout distanciel. Nous n'avons pas vraiment d'expérience d'un fonctionnement mixte de façon décalée les uns par rapport aux autres. Ça, en fait, on imagine, mais concrètement, on ne l'a pas encore vécu. Oui, tout à fait. C'est intéressant ce que vous dites. Toutefois, je note quand même que là, depuis septembre, je pense qu'on est en train d'y arriver là. Hein. Donc, ça va s'écrire sous nos yeux. Donc, j'étais en train de dire que ces tendances-là, voilà, plus ouvertes, plus flexibles, plus variées, plus axées sur voilà, l'interaction, la richesse de la vie sociale au travail, elles se sont accélérées depuis un an. Mais quand même, ce qu'il faut dire, est-ce qu'on a peut-être tendance à ne pas assez dire, en tout cas dans le discours médiatique, c'est que les salariés ne sautent pas nécessairement à pieds joints dans le wagon. Pourquoi? D'abord parce que la marche à franchir, elle est haute. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on regarde le paysage du bureau, et d'ailleurs, je serais curieuse après que vous me disiez ce qu'il en est pour vous, mais je vais un peu avancer avant ça. Il suffit voilà, de faire un petit tour des bureaux. Hein, Maëva, je ne sais pas à quoi ça ressemble là tout de suite, les locaux de la préfecture de région où tu es en ce moment, mais pour se rendre compte que le paysage est encore très, très traditionnel. Et il y a une présence d'une culture administrative qui est forte. En 2019, c'est l'Observatoire Actineo qui avait sorti ce chiffre que moi je reprends toujours parce qu'il est marquant, de 66% des salariés français exerçant un métier de bureau qui occupent un bureau fermé. Et cela se répartissant à peu près équitablement entre des bureaux individuels fermés ou à plusieurs fermés. Et donc, ça veut dire que ces nouveaux espaces dont je vous ai parlé, hein, qui sont en train de se développer, pour eux, ça représente un bouleversement, un vrai changement d'habitude et une attaque parfois à leur territoire individuel, personnel, qu'ils ont eu l'habitude d'avoir leur repère en fait dans l'entreprise, dans l'organisation. Ce qu'il y a aussi, c'est que, je vous disais tout à l'heure, hein, ces espaces reposent aussi beaucoup sont articulés autour d'espaces ouverts, autrement appelés open space, hein, un terme
voilà, qui fait voler beaucoup d'encre. Et c'est vrai que du coup, ça demande vraiment des trésors de pédagogie et de patience pour arriver à faire comprendre que non, le grand plateau de 60-80 salariés façon centre d'appel un peu en batterie, c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. Quand on repense l'espace de travail tel que je voulais expliquer tout à l'heure, aujourd'hui, on va être beaucoup plus sur des petits îlots de 6, 8, peut-être 10 salariés, adaptés en fait au format des équipes pour suivre les organigrammes. On va les faire bien délimiter et puis on va bien les délimiter par toute une gamme d'éléments, je vous montrerai tout à l'heure, qui vont venir structurer l'espace, créer des intériorités. Et donc, voilà, on est quand même sur quelque chose d'une échelle plus humaine. Mais c'est vrai que voilà, il y a cette idée et elle est bien compréhensible que un passage en espace ouvert va se traduire par une perte de confort et d'ergonomie. Sauf que moi, la réalité que je vois sur le terrain, c'est que ces projets, ce sont des salariés qui parfois quittent des bâtiments amiantés, des cloisons peut-être certes, mais souvent en papier à cigarette où on entend tout. Parfois même, ça ne monte pas jusqu'au plafond. Moi, j'ai un site comme ça où les cloisons, elles ne montent même pas jusqu'au plafond. C'est tout plein de trous en haut. Des aménagements de briques et de brocs aussi, concernant la convivialité justement, qui est très importante. Je peux vous donner un exemple pour un conseil régional bien connu, mais que je ne citerai pas, où j'avais vu des salariés qui prenaient leur pause en fait café assis sur des ramettes de papier parce qu'en fait la réserve ça faisait aussi espace café. Bon voilà, donc il y a parfois ce truc de dire ok, on va passer en espace ouvert, mais on va tellement monter en gamme, gagner en confort. Et pour autant, il faut accepter ces freins et les entendre et voir quel juste milieu on peut trouver. Moi, ce que j'aime aussi souvent dire, c'est que ce rejet de l'open space, c'est quelque chose de très français. Et j'étais tombée sur une étude de Gensler Architecture, donc une des grosses firmes mondiales d'architectes, qui montrait qu'au Royaume-Uni, par exemple, 71% des salariés se projetaient en espace ouvert après le Covid. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes chiffres que ce qu'on peut trouver en France. Voilà, donc en tout cas, ça, je voulais dire dessus parce que c'est peut-être des freins que vous allez rencontrer autour de vous et qui voilà, est une des choses principales voilà, qu'il faut entendre et avec laquelle il faut accompagner. Autre frein par rapport à ces nouveaux espaces, c'est, je vous parlais tout à l'heure de la mobilité. Je vous disais, ces espaces, ils sont fondés sur la mobilité. Or, ce réflexe-là, il n'est pas naturel en fait. Il a du mal au début à s'imposer face un peu à l'instinct de territorialité. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour parler du futur du travail, on parle beaucoup de nomadisme, mais bon, ça fait quand même quelques millénaires que l'être humain s'est sédentarisé et le besoin du coup de se créer ses repères, d'avoir son périmètre à soi, sa chambre à soi, certains diraient, et il est très fort. Et donc, voilà, il y a vraiment ce sujet à mettre en perspective avec justement tout un peu l'injonction à la collaboration qu'on peut parfois entendre avec ces nouveaux types d'espaces et de modes de travail. Un chiffre intéressant que j'aime bien donner, c'est l'Institut Leessmann, qui est une référence en Europe, qui a la plus grosse base de données d'évaluation des espaces de travail. Et ils estiment à 1/3 des salariés évoluant dans un environnement aménagé selon les usages qui seraient des squatteurs. Ils appellent ça des squatteurs. C'est les gens en fait qui ne bougent pas. Ils ont beau avoir une offre riche d'espaces de travail à disposition, en fait, ils n'ont pas pris leurs habitudes, ils n'ont pas pris leur marque. Et ça, c'est dommage parce que du coup, ça veut dire que clairement, ils ne profitent pas de ce gain d'usage et de l'offre d'espace qui est mis à la disposition, mais ils vivent une version dégradée de leur espace de travail. Autre élément qui peut expliquer parfois des craintes, c'est la préoccupation relative à l'hygiène, qui est vraiment ravivée avec la pandémie. Donc ça, on le voit beaucoup. C'est un peu cette recherche de cocon. Vous savez, je ne sais pas si vous en avez parlé, il y a un ouvrage qui est sorti récemment sur la civilisation du cocon, avec vraiment cette idée que ça fait 1 an et demi qu'on s'est habitué un peu à vivre enfermé et qu'on a vraiment du coup ce paradoxe avec le retour au bureau. Moi, je l'entends quand je fais des entretiens avec des salariés. On a l'envie de se retrouver, de resocialiser, mais aussi une conscience bien plus forte qu'avant. Voilà, des précautions à prendre, des gestes barrières, comme on dit maintenant. Alors, je voulais vous donner cet exemple qui illustre bien ça, qui est l'exemple de Google. Alors, vous savez, c'est intéressant toujours de regarder ce qui se passe de leur côté parce qu'ils ont souvent un peu
été précurseur, annoncer les tendances en matière d'évolution des espaces de travail. Et donc Google, qui est connu pour avoir développé cet esprit de campus, vous savez, l'esprit nourriture gratuite, activités sportives et tutti quanti sur le travail, eh bien eux, en fait, ils ont communiqué il y a quelques mois sur les aménagements qu'ils envisageaient de revoir suite à la pandémie. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils font un virage à 180 degrés. Ils passent de l'animation 24 heures sur 24 du lieu de travail à quelque chose de plus rassurant, offrir un retour serein. Et ils vont vraiment miser sur ce qu'on appelle la biophilie, donc la présence de nature, les matériaux naturels pour offrir un environnement apaisé. Ils vont aussi être sur la recherche de solutions pour créer un peu de l'isolement à la demande. Vous avez peut-être vu ces images avec un peu des cloisons comme ça, modulables, qu'on peut tirer autour de soi quand on en a besoin. Donc ils reviennent sur finalement une approche plus saine et apaisée du travail et moins 100% fun et vivante comme on avait pu l'avoir avant. Alors, je vois que le temps file, je suis désolée, je ne pensais pas faire aussi longtemps, mais avec les petits décalages du début, le temps de se mettre en place. Je voulais juste, avant de lancer peut-être la partie débat, vous donner un exemple dans la sphère publique. Pour un de mes clients que j'accompagne, qui en ce moment, qui est une agence qui travaille sous la tutelle du ministère de l'Environnement. Par confidentialité, je n'en dirai pas plus, mais on pourra en discuter après en privé si ça vous intéresse. Donc eux, oh non, j'ai mon image qui apparaît pas. Ça, c'est pas le bol. Là, voilà, c'est vraiment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça n'a pas marché? Je ne sais pas. Aléa direct. Ouais, ça, c'est fou. Alors, attendez, est-ce que c'est l'appareil pour après ou pas? Non, voilà. Bon, ok. Alors, je suis rassurée. Alors, je vais vous raconter du coup la slide précédente. Donc, eux, ce qu'ils font, ils vont avoir une nouvelle partie de leur siège dans un bâtiment neuf. Et ce qu'ils ont décidé de faire, donc ils vont bouger toute une partie de leurs équipes. Et ils ont décidé de faire un environnement donc aménagé selon les usages, tel que je vous l'expliquais tout à l'heure, avec un niveau totalement tourné sur les usages collaboratifs, créatifs, donc voilà, des nouvelles salles de réunion beaucoup plus modulables, beaucoup plus dynamiques, adaptées pour des formats d'ateliers interactifs, etc., des méthodes inspirées du design thinking, ce genre de choses. Un espace coworking aussi, un espace plus café. Et là, l'idée, c'est vraiment de faire un peu une maison commune pour leurs agents, certes, qui sont là sur site, mais aussi leurs agents d'autres sites. Voilà, donc un état vraiment 100% dédié à ces nouveaux usages. Et puis, dans les autres niveaux, ce qu'ils ont décidé de faire, eux, c'est de l'espace ouvert, ce qui représente quand même un grand changement. Mais on a vraiment travaillé avec les équipes pour faire quelque chose qui soit respectueux de leurs besoins de calme. C'est des populations d'ingénieurs avec des gros dossiers, des besoins de concentration qu'ils estiment assez forts. Et donc, on reste sur un schéma de position attribuée. Ça ne marchait pas. Et je voulais vous montrer des images après. Ah, ça marche. Donc vous voyez, on est sur des passages en espace ouvert, mais avec quand même par des systèmes de claustrats, de rangements qui montent assez haut, des petites individualités. Des niveaux de territoire d'équipe assez petits et qui recréent comme ça quelque chose d'assez rassurant et qui préserve ses besoins d'une activité quand même assez calme. Donc on a vraiment travaillé cela et c'est déjà un gros changement pour eux. Voilà pour cet exemple. Qu'est-ce que j'avais après ça? Ok. Hop. Oui, peut-être dire un mot sur les tiers-lieux, parce que là aussi, on est, comme l'étape d'ailleurs en est un, on est sur une grosse tendance avec peut-être à nouveau un décalage parfois entre le discours et la réalité. Et c'est vrai que pour le moment, bien que les coworking soient entrés dans une certaine phase de maturité, c'est vrai que la population des salariés télétravailleurs, elle reste marginale parmi ces utilisateurs de coworking.
alors, bon, je fais la différence avec ceux qui prennent un peu leur bureau à demeure dans les coworking. Pour moi, ce n'est pas le même usage. Ça se développe aussi. Mais voilà, donc c'est vrai que là-dessus, il y a encore des freins. Alors, si ça vous intéresse, moi, je vais très bientôt démarrer un gros projet avec Landra et France Tiers-Lieux où on va justement aller faire une recherche pour savoir quels sont les freins et les leviers du travail en tiers-lieu aujourd'hui. Mais c'est vrai que ce taux d'adoption, aujourd'hui, il est faible. Pour vous donner un chiffre, même les entreprises qui le proposent à leurs salariés, donc qui proposent des passes coworking pour le télétravail, le taux d'adoption, il est autour de 10% pour le moment. Donc, il y a encore vraiment des freins, notamment autour de la confidentialité, le besoin de silence. Je ne sais pas si vous êtes familier des coworking, mais ce n'est pas toujours évident, notamment maintenant avec tous les appels qu'on a à passer, les réunions en visio. Et puis, le maillage aussi du territoire qui n'est pas complet. On n'a pas tous un coworking à 20 minutes à pied de chez soi, sinon ça perd son intérêt, etc. Voilà, alors du coup, en conclusion, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a dit tout ça et qu'on a montré que la route est encore longue pour aller vers ces nouveaux espaces. Qu'est-ce qu'on fait Déjà, on commence par réfléchir en cohérence ces futurs espaces de travail avec tout l'ensemble des transformations qu'on veut porter dans son organisation. C'est vraiment quelque chose qui doit s'inscrire dans une vision beaucoup plus large des modes de travail, mais aussi des outils, la transformation digitale plus globale. Bien sûr, on implique, on associe les salariés. De plus en plus, ce sont des démarches qui se font vraiment en co-création avec eux. Et voilà, ça nécessite d'être méthodique. On ne fait pas ça n'importe comment, mais voilà, c'est l'occasion aussi de discuter des conditions de travail avec les agents. Et puis, on fait un effort, on fait un vrai effort pour animer ce bureau. Pourquoi les espaces de coworking sont souvent plus chaleureux que les bureaux traditionnels? C'est parce que justement, il y a tout cet effort d'animation qui est fait pour qu'on se sente bien, on se sente comme à la maison, qu'on ait une expérience clé en main, qu'on se sente accueilli. Et c'est vrai que ça, c'est souvent ce qui manque dans les lieux de travail. Moi, il y a ce mot que j'entends souvent dans les directeur de l'environnement de travail, qui est le mot standardisation. Et c'est vrai que c'est un mot qui peut paraître un peu à l'encontre de ça. Difficile de se sentir dans quelque chose de chaleureux et de personnalisé quand on est sous la politique de la standardisation. Voilà, écoutez, je pense que je m'arrêterai là. J'avais prévu d'autres petits sondages, mais je vous propose qu'on va plutôt ouvrir la discussion. Ça me paraît plus riche. Et voilà, en tout cas pour la conclusion, de dire que faisons du bureau un vrai choix, puisque maintenant on sait qu'on n'y vient plus juste par contrainte, par réflexe. Il faut recréer cette envie de bureau et c'est une super opportunité qui s'offre à toutes les organisations qui ont des bureaux, finalement. Merci beaucoup Camille, vraiment pour cette présentation, malgré toutes les petites contraintes techniques. C'est très intéressant, vraiment merci. Moi je trouve ça vraiment intéressant en effet, là, ce nouvelle je dirais, mentalité, qui, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais qui naît que le bureau soit vraiment un espace choisi, agréable et travailler avec les collaborateurs. C'est un vrai changement et c'est intéressant et c'est intéressant de le prendre en compte également. Alors moi, je serais curieuse en effet d'avoir vos questions, vos remarques, votre réaction par rapport à tout ça. Et retour d'expérience aussi, si vous êtes en cours de réflexion, si vous avez déjà vécu des choses, expérimenté des choses, vous pouvez le partager là. Moi, du coup, je veux bien intervenir. Donc, je travaille à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France. J'ai un département où on est 20 personnes. D'ailleurs, Thérèse, qui est là également, travaille avec moi. Et du coup, au mois de mai, j'ai fait un sondage auprès de tous mes collaborateurs pour savoir justement comment ils voyaient l'espace de travail. Est-ce qu'ils le voyaient plutôt en flex ou en bureau attribué? Et en fait, il restait très ouvert sur le flex office. Super. Du coup, on va commencer à entamer cette démarche de réflexion sur, puisqu'on a des grands bureaux, on a des bureaux individuels au sein de mon département. Donc,
va pouvoir en fait réfléchir l'utilisation de nos espaces en fonction de nos besoins et non plus en fonction d'une attribution. Après, je voulais savoir si justement par rapport à ça, parce que du coup, on est dans un vieux bâtiment sécurité sociale comme tout le monde connaît. Donc, avec enfin, voilà, le bureau enfermé, nous, on le connaît, des portes très lourdes ouvertes sur un couloir désert et tout ça. Mais moi, je voulais savoir, du coup, est-ce qu'il y a des outils pour permettre justement aux agents, quand on met en place le flex office, pas passer toute sa matinée à chercher, bon, même si je suis sur un petit territoire, parce que je veux l'expérimenter, je ne veux pas l'imposer à ma caisse, mais je veux l'expérimenter dans mon département. Mais du coup, est-ce qu'il y a des outils qui permettent d'identifier quels sont les bureaux qui sont disponibles? Et après, parce que je suppose effectivement, j'ai bien entendu le tiers de squatteurs. Comment, du coup, parce que je pense qu'effectivement, c'est un réflexe humain que par défaut, on arrive et on se met au bureau qui nous est attribué, qui nous était attribué précédemment. Et du coup, comment on amène petit à petit, sauf à ce que je vienne me mettre dans leur bureau pour les empêcher, ou est-ce que vous avez des techniques du coup pour voilà. Alors, je vais commencer par cette question peut-être qui est plus simple. Bon, je pense déjà qu'il faut distinguer deux types de squatteurs. Ce qui est évoqué dans l'étude, c'est en fait celui qui est vraiment problématique, c'est en fait les gens qui ne bougent pas de place, c'est-à-dire non pas au sens s'installent toujours à la même place dans le territoire d'équipe, dans la zone bureau, mais qu'en fait, ils ne vont pas utiliser les espaces alternatifs quand bien même ils en auraient besoin. Par exemple, voilà, ils vont passer leur coup de fil à la place, ou alors leur métier est plutôt sédentaire, ils ont moins de réunions par exemple, et donc ils n'ont pas cette incitation à bouger. Et ça, c'est vrai que ça peut être problématique parce que du coup, c'est des gens qui, à nouveau, ont un peu une version dégradée de l'expérience qu'ils devraient avoir. Donc ça, je pense que c'est le cas numéro 1. Le deuxième cas que vous évoquez, qui est en fait le cas où les gens, super, ils utilisent les salles de réunion, ils utilisent les work cafés, ils utilisent les petites phone box pour passer leur coup de fil, mais dans la zone d'équipe, ils soient toujours à la même place. En vrai, franchement, c'est ce qu'on voit partout et c'est pas si problématique dans le sens où en fait, c'est le reflet de quoi ça? C'est que votre espace de travail, il n'est pas en tension. C'est-à-dire que, c'est un peu technique là ce que je veux dire, mais le ratio que vous avez décidé de partage, en fait, le ratio de place par rapport au nombre de salariés, ça veut dire qu'il est light. En fait, il n'y a pas trop de tension. Et du coup, il n'y a pas de contrainte à changer de place parce qu'en fait, les gens retrouvent toujours une place, toujours la même, libre, vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, dans le fond, c'est pas si problématique. Souvent, ce qu'on demande, ce qui va avec le flex, c'est, vous savez, la politique de clean desk. Il y a beaucoup d'anglicismes, mais je m'en excuse dans ce milieu-là. Donc, on va dire bureau net, bureau propre. Donc, ça, c'est vrai que c'est souvent la règle qui est donnée, parce que dans ces environnements de travail-là, il y a aussi toute une partie importante de règles collectives pour que ça fonctionne bien, qu'on co-élabore, etc. Et donc, généralement, la contrainte qui est donnée, c'est « OK, le soir, je pars, j'enlève mes affaires et quelqu'un est susceptible de se réinstaller demain à cette place. » C'est tout. Après, si en fait, vous arrivez le lendemain et cette place est toujours là, bon, il y a le côté un peu artificiel de forcer les gens à changer de place. Donc voilà, moi je pense que la problématique, c'est vraiment plus les gens qui ne tiraient pas profit des différents espaces et en fait, un peu comme on est parfois en télétravail chez soi, resteraient toute la journée collés à leur chaise, derrière l'écran, c'est plutôt là. Après, voilà, moi, franchement, je ne connais pas un projet de passage en flex office où il n'y ait pas ce phénomène naturel de se rasseoir peu ou prou toujours à la même place. Après, c'est sûr que si vous passez dans une situation plus tendue, là, il y aura un peu cet effet premier arrivé, premier servi, malgré tout. Ouais. Et en termes d'outils? Oui, et sur les outils. Alors sur les outils, je pense que... Alors, il existe aujourd'hui, honnêtement, plein de solutions
capteurs de présence ou tout simplement outils de réservation de place qui sont souvent en fait une nouvelle fonctionnalité développée par les outils de réservation de salles de réunion. Donc ça, bon, on a plusieurs sur le marché. Ouais, de mémoire, je veux pas donner l'impression de faire la pub pour un plus que d'autres, mais je pourrais, ouais, franchement, il y en a plusieurs sur le marché. Après, franchement, là aussi, j'ai envie de dire, c'est quand même, ça dépend à nouveau, ça dépend un peu de la mise en tension de votre espace de travail. Est-ce que si vous partez sur une expérimentation, je ne sais pas moi, à 30 personnes et que dans le fond, bon, vous allez passer à un ratio de 80% ou même 70%, mais alors qu'en réalité, vous avez, je crois qu'à la CPAM, vous pouvez aller jusqu'à 3 jours de télétravail par semaine, franchement, là, vous n'aurez pas de tension. Hein. Donc, pourquoi le faire s'il n'y a pas de tension ouais. Il y a quelque chose que j'ai oublié de dire aussi, c'est que en fait, il y a un principe, si je l'ai peut-être dit, mais peut-être pas assez clairement, qui est très important de FlexOffice, c'est des zones d'équipe. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que les collaborateurs, ils aient leurs repères. Les agents ont un minimum de repères. Et ce qu'on préconise souvent, c'est des zones d'équipe flexibles. C'est-à-dire que si un jour, Muriel, avec votre petite équipe de 10 personnes, tout le monde est là, bon, il se trouve que l'équipe d'à côté, peut-être tout le monde n'est pas là, vous pouvez déborder un peu sur l'équipe d'à côté. Voilà, c'est ça. Mais avoir des repères est quand même indispensable. Et c'est vrai que dans ce cas-là, il y a... Voilà, je dirais que le combo espace de travail pas trop en tension et repères rend pas forcément indispensable tout de suite la mise en place d'un outil de réservation. Là où j'ai vu que ça se faisait, c'était par exemple, vous avez peut-être entendu parler de ce projet BETC, donc une grosse agence de pub qui a déménagé à Pantin. Voilà, et eux, au début, ils ont fait cette erreur, c'est qu'ils avaient fait du tout flex. Aucun repère d'équipe, rien. Et on est sur une population de peut-être 1000 salariés. Voilà. Et donc là, oui, là, c'est problématique parce qu'en fait, on a besoin de localiser ses collègues, on a besoin de savoir où on va et ça peut générer un stress de ne pas savoir où on va. Mais en fait, quand vous avez des territoires d'équipe, ce stress disparaît. Alors aujourd'hui, en fait, globalement, on a fait tout un travail sur les référentiels d'équipement dont on avait besoin à titre individuel et collectif. On est grosso modo 1800 répartis sur pas mal de sites, mais avec 2 fortes concentrations sur un bâtiment central, Flandre, et un bâtiment annexe, Argonne. Il y a une situation en fait de tension qu'on a détectée. On ne devrait pas avoir de problème avec le positionnement individuel des gens sur un poste de travail, quasiment quels que soient les services où ils se situent et quelles que soient les dominantes d'organisation de ces directions ou ces services, parce qu'on est encore dans une logique où on a une place pour un acteur. Donc, avec le télétravail, on va même avoir plutôt des places inoccupées. Donc, ça ne devrait pas poser problème. Oui. Deuxième élément, on ne devrait pas avoir trop de problèmes avec les équipements collectifs type salle de réunion, d'autant plus qu'on s'oriente vers la conversion en salle de réunion petite dimension des bureaux d'agents de direction et de cadres stratégiques qui peuvent accueillir des réunions jusqu'à 2, 3, 4, 5 personnes. Il y a une situation qui nous semble devoir poser problème, mais nous ne pouvons pas encore mesurer quel est l'impact de ce problème. On va faire un sondage sur 2 mois pour avoir une remontée de toutes les situations problématiques. C'est qu'on a pas mal d'acteurs qui travaillent en zone partagée. C'est parfois des petites zones partagées, 2, 3 personnes par bureau. C'est parfois des open space plus grands où on a jusqu'à 15-16 personnes dans un bureau. Et dans ce cadre-là, il faudrait que les personnes qui sont dans ces sites-là et qui ont à travailler, à participer à des réunions en distanciel, puissent se replier sur un espace de repli individuel pour pouvoir participer justement à une réunion sans déranger leur environnement, sans être dérangés et sans déranger leur environnement. Nous n'avons à ce jour aucune idée de la quantification au jour le jour de ce besoin. Nous ne savons pas quelle est la volumétrie, la fréquence, ni même la localisation de ce besoin. Nous savons par contre qu'il risque d'être très, très différent d'une direction à l'autre parce que le volume de personnes concernées par ce besoin est très variable d'une direction à l'autre en fonction de sa configuration en termes d'emploi, en fonction de sa configuration d'implantation physique.
Mais aujourd'hui, c'est là qu'est notre principal point Ok. d'interrogation. Donc, sur les zones partagées, ce que vous appelez les zones partagées, c'est ça? Sur ce que j'appellerais des zones de repli, De pouvoir se repli. retirer d'une zone Ouais, partagée pour entrer dans une zone de repli individuelle, ouais. pouvoir participer sans gêner et sans être gêné à Ouais, ouais. un moment collectif qui n'est pas celui qu'on partage avec ses collègues de travail habituels. Ouais, ouais. C'est Ouais, ouais, vraiment c'est ça vrai. notre zone de tension, enfin, Ouais, je comprends. d'interrogation pour le moment. Bah, vous allez, bah là, je pense que il faut adopter un peu comment dire, un état d'esprit un peu test and learn. Hein. Je crois que là, sur ça, comme vous le disiez tout à l'heure, hein, le vrai mode hybride, il va se mettre en place maintenant. Il n'a pas été testé. Là, en fait, Voilà. sur le mois de septembre, on est dans un contexte où les gens reviennent progressivement sur leur lieu de travail. À compter du 1er octobre, on rentre dans l'application véritablement du protocole télétravail, c'est-à-dire que ceux qui sont hors protocole télétravail, ça fait quand même 600 à 700 personnes, vont revenir sur site 5 jours par semaine. Et les autres personnes vont revenir sur site en fonction de leur avenant contrat de travail, c'est-à-dire soit 1 jour, soit 2 jours, soit 3 jours. Enfin, ils auront 1 jour, 2 jours ou 3 jours de télétravail. Ils vont donc revenir soit 2 jours, soit 3 jours, soit 4 jours. Voilà, c'est plus exact de le dire comme ça. Et en fait, il va falloir qu'on soit très attentif à tout ce qui remonte des services en termes de quelles difficultés rencontrer, quelle est la nature de la difficulté et quelle est la fréquence de la difficulté. Et en même temps, on lance un sondage sur 2 mois, octobre et novembre, quand on sera donc vraiment en situation, par rapport au problème précis que j'évoquais, qui est de savoir combien de fois des personnes ont été gênées parce qu'elles auraient aimé se replier sur une cabine individuelle de travail pour avoir la paix et contribuer à une réunion collective, et elles n'ont pas pu parce que soit elles ne savaient pas où il y avait des disponibilités dans le cadre des bureaux existants, soit il n'y avait plus de disponibilité. Ok, non, mais ça me paraît être un projet très bien construit déjà. Oui, Bravo. oui, oui. Bon, on pourra se reparler. Mais je crois qu'il y a Emmanuel aussi. Bah, merci Voilà. beaucoup, Régine, pour ce partage. Après, ce qu'on peut dire, enfin, je ne sais pas quel est votre plan d'un peu d'investissement là-dessus, mais que c'est tout ce qui est un peu phone box, voilà, petite bulle, c'est des choses moi que j'ai vues. Là, je viens de voir chez un client dont je suis allée récemment. C'est des choses quand même qui sont assez légères, qui relèvent parfois du mobilier, donc qui ne nécessitent pas forcément de travaux et donc qui peuvent être déployées pour tester quelques-unes très facilement. Alors, c'est des choses qui ont un coût. Parce que, notamment celles qui sont mobilières, bah, il y a tout un dispositif, déjà toute la connectique qui va avec, il y a tout le dispositif de renouvellement d'air, etc. Bon, pour autant, c'est vraiment quelque chose, je pense que si vous avez un peu de la place perdue qui peut se mettre facilement. Non, on a une grosse contrainte de place et c'est le contraire. On a une très grosse contrainte de place où on est en fait où on doit de plus en plus loger de monde dans un espace qui est d'autant plus réduit que pour l'instant, il y a des travaux qui, sur 4 ailes d'immeubles, nous en immobilisent une. On va peut-être prendre du coup la situation d'Emmanuel, mais en tout cas, merci beaucoup Régine. Voilà, on ne peut pas faire une consultation personnalisée, mais en tout cas, c'est très intéressant et en effet, vous avez l'air déjà bien avancé sur la méthode. Alors, du coup, Emmanuel, c'était quoi? Moi, je partage, bonjour à tous, c'est une problématique, puisque moi, je suis dans une structure assez petite. Hein, il y a au siège 300 agents, dont 200 dans les bureaux, et dont à peu près 80 qui sont à l'étroit, à peu près 6 directions, où on commence à devoir pousser les murs pour accueillir des nouveaux collègues. On a la chance d'avoir de nouveaux collègues, mais pas de nouveaux espaces. Donc, avec beaucoup de bureaux individuels et des bureaux, on va dire, à 4-5 agents. Et la nécessité de pouvoir revoir les espaces de travail. On a beaucoup d'espaces de circulation, des halls, etc., qui ne sont pas investis. Donc, moi, ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est effectivement construire ces espaces avec les agents. Mais je ne sais pas forcément encore comment m'y prendre. Je me dis qu'il faut commencer par partir des usages actuels pour définir les besoins demain, avec cette dimension que disait Régine, de là, on est en train de construire demain, donc autant faire avec le vif, parce que ce sera plus efficace. Mais en même temps, moi, j'ai besoin d'un accompagnement méthodo. Donc, forcément, là, il y a un marché public. Mais un marché public, pour savoir, on ne sait pas encore ce qu'on veut faire. Ce qu'on veut, c'est définir le besoin avec les agents. Donc, voilà, c'est cette difficulté-là que je voulais un petit peu partager. J'ai une réunion de lancement du projet à la fin du mois. Et je me dis, j'entends l'idée des sondages, de pouvoir peut-être déjà un petit peu tester, inspirer.
sachant qu'il y a à la fois un besoin de la part des collègues qui sont conscients qu'il va falloir changer les choses, et en même temps une réticence forte sur Flex, Open Space, etc. Oui, bah, écoutez, déjà, bravo, c'est bien d'avoir lancé un marché public. Je vais aller voir ça m'intéresse. Non, bah, écoutez, moi, si je vais vous donner très vite, parce qu'on arrive au bout du temps, quelques conseils. C'est surtout de bien faire les choses dans l'ordre, c'est-à-dire de ne pas commencer à ouvrir trop grand la concertation, en tout cas la co-construction avec les agents, avant d'avoir bien bordé avec voilà, vos dirigeants, enfin voilà, le comité de direction, je ne connais pas exactement comment vous êtes organisé, mais voilà, d'avoir vraiment un accord au plus haut niveau stratégique sur les grands principes, le cadre, ce que vous voulez aller, ça c'est vraiment important, parce que moi j'ai vu, et notamment dans le secteur public, vraiment des démarches être complètement stoppées net. On ferme tout, on arrête tout, parce que justement, on avait un peu ouvert la liste au Père Noël, on n'avait pas bien cadré les choses, donné une boussole, on n'avait pas non plus acté auprès des dirigeants qu'on allait ouvrir, et ça peut vraiment être voilà, déceptif et enfin, décevant et contre-productif. Donc moi déjà, ça serait peut-être le premier conseil que je donnerais. Le deuxième, un peu toujours dans cet esprit, c'est de impliquer aussi vos encadrants, vos cadres, parce qu'eux-mêmes, ils vont être très touchés et concernés par ces transformations-là, et ils le seront à deux titres. Peut-être eux-mêmes, leur propre condition d'installation va changer, et donc ils vont être voilà, concernés, et en plus ils vont devoir porter ça, parfois l'expliquer auprès de leurs équipes. Et puis voilà, après, je pense que vous avez raison sur vraiment la méthode elle-même. Moi, souvent, voilà, bon, après, moi, j'ai une casquette de facilitatrice aussi, donc j'ai des méthodes voilà, pour reconstruire ça voilà, de façon ludique et tout. Mais la base, c'est vraiment déjà en format transverse, et c'est souvent très riche, réunir un petit groupe de co-designers, de volontaires, d'agents volontaires, pour un peu voilà, établir leur palette de situations de travail, de besoins de travail, comme je disais, hein, du plus en introspection au plus interactif, et en essayant d'endosser un peu une casquette prospective, comme vous disiez, ce qui n'est pas le plus facile à faire, mais déjà écouter les besoins à date, déjà on en apprend beaucoup, et on se rend compte que ce n'est pas forcément bien rencontré dans la situation actuelle. Voilà, en tout cas, ce que je peux donner comme conseil. Et peut-être pour terminer, je ne sais pas ce que tu en penses, Camille, mais s'autoriser une période d'expérimentation, vraiment de test and learn, et voilà, le sentiment que c'est bien sûr. Oui, bah alors après, ça va dépendre vraiment de l'ampleur du projet, hein. Donc, si c'est vraiment un nouvel immeuble, bon, bah là, test and learn, ça dépend sur quoi. Mais moi, ce que je conseille dans ces cas-là, c'est de faire un petit espace pilote. C'est quelque chose qui peut être fait, même en site existant, pour commencer à tester des choses, même prendre des nouvelles habitudes, hein, tout simplement, parce que c'est un changement, certes, d'apparence, mais aussi d'usage avant tout. Et oui, bien sûr, être agile, collecter les remontées, et puis avoir bien en tête que aussi sur ces nouveaux espaces-là, c'est pas que une question d'aménagement, de mobilier et de technologie, c'est aussi une question de fonctionnement de collectif. Et donc là-dessus aussi, il faut être agile, de revoir certains usages, certaines façons de fonctionner. Justement sur ça, est-ce que vous avez des préconisations sur les méthodes ou les approches que l'on peut adopter pour faire changer justement des pratiques, notamment la pratique de s'installer par exemple tous les jours à sa place quand on est 6 à pouvoir loger dans un endroit où peu à peu, au final, il n'y a plus que 4 bureaux. Vous voulez dire quelqu'un qui s'étale trop? Non, en fait, installer un turnover, parce que puisqu'on sait qu'avec le télétravail, on a moins d'occupation physique, on n'a pas besoin d'avoir 6 bureaux pour 6 personnes. Donc là, vous parlez du flex office, oui. Voilà, véritablement flex office, oui. Est-ce que vous connaissez des pratiques, des approches, des méthodes qui précisément permettent de faire changer les mentalités? Ouais. Bon, l'accompagnement du changement, hein, c'est tout un vaste dossier. Moi, une chose est sûre, c'est que co-construire, ça aide.
ça aide l'acceptabilité. Le nudge, voilà, le nudge, on peut pas le nudge. Voilà, co-construire, ça va aider. Pourquoi? Donc, moi, toujours les règles de vie, je les fais en co-construction parce que déjà, voilà, on engage un dialogue. Bon, alors, c'est des choses parfois triviales. Hein. Moi, vous allez voir, hein, et celui qui ramène son chinois à manger le midi, bon, et celui qui laisse sa tasse sale, c'est vraiment de ça dont on va parler. Mais voilà, déjà engager un dialogue, faire co-construire ça, je pense que c'est la meilleure façon de faire que ce soit bien vécu. Après moi, mais c'est mon avis, je pense que sur les gens qui se réinstallent à la même place, si tant est qu'ils n'empêchent pas quelqu'un de se rasseoir quand ils ne sont pas là, je vois pas forcément, faire bouger de place juste pour le principe, on voit bien que ça n'a pas beaucoup de sens. C'est pas du tout juste pour le principe, hein, c'est simplement parce qu'à un moment, vous allez vous retrouver un jour avec les 2 personnes qui ont toujours eu l'habitude de s'installer à la même place, qui vont toutes les 2 s'installer à la même place. Ah oui, non mais voilà, bah ça, voilà, donc oui, bon bah, non, bah, oui, bah c'est pour ça que là-dessus… Je demandais s'il y avait des préconisations, parce que c'est vrai qu'on peut tout à fait imaginer des choses quand vous avez affaire à de petites équipes. Non, mais là-dessus, c'est pour ça que le principe nombre de personnes, c'est un peu plus difficile quand même d'engager le… Non, mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est que le fonctionnement, en fait, la difficulté là qu'on a avec le nouveau mode de travail hybride qui est en train de se mettre en place, c'est qu'il va y avoir potentiellement un effet bureau vide un jour, bureau plein le lendemain. Donc ça, c'est vraiment le challenge auquel les organisations vont être confrontées. Après, moi, je demande quand même à voir dans les faits, parce que, en fait, ce qu'il faut, c'est par équipe discuter de la vie du service. OK. Est-ce qu'il y a besoin un jour d'être toujours tous en même temps là au bureau? C'est peut-être pas forcément le cas pour toutes les équipes. Peut-être que c'est peut-être une fois par mois, peut-être pas forcément une fois par semaine. Enfin, ça, c'est vraiment des choses qui se discutent au niveau de l'équipe. Et puis après, le principe, comme je vous disais, d'avoir un peu des zones flexibles, c'est-à-dire que si vos 6, ils sont tous là et qu'il n'y a que 4 à leur zone d'équipe, bon, peut-être qu'à côté, il y a une équipe où ils ne sont pas tous là et du coup, ça déborde. Ça, voilà, mais le jour où vraiment tout le monde est là, ce qui répond à ça, c'est un peu la versatilité des espaces, c'est-à-dire qu'en fait, vos espaces alternatifs à l'espace de travail, le work café, l'espace coworking ou que sais-je, la salle, ils accueillent des gens le jour où tout le monde est là. Mais franchement, là, je vous rejoins quand même sur le besoin d'avoir un peu des relevés et des mesures concernant ça, parce que une chose est sûre, c'est que cette situation ne s'est jamais produite depuis le Covid. Moi, c'était plutôt l'inverse qu'on me disait, hein, c'est-à-dire c'est vide, quoi. Là, c'est en train de revenir, donc c'est maintenant en fait qu'il faut… Ah oui, il faut mesurer et qu'il faut… L'avenir, ça, c'est clair, c'est pas le passé. À la limite, le Covid, c'est presque déjà le passé dans le cadre de l'hôpital. Ah bah, on aimerait que vous ayez raison. Je veux dire, là, moi, je suis sur Paris, j'ai qu'à regarder le métro. Hein. Ah oui, je suis d'accord, dans le métro, ça se voit bien. J'ai regardé l'encombrement du métro et je me sens revenue avant mars 2020. C'est vrai, je me suis fait la réflexion aussi sur le métro. On commence à revenir à un taux d'encombrement, à un taux de mouvement qui fait que les choses ont changé, mais vers quelque chose qu'on ne pilote pas encore. Mais vous savez, le flex office, ça existait déjà avant. Et il y a un truc qu'on dit souvent, c'est le principe du 1 pour 1. C'est-à-dire autant de positions dans les zones d'équipe, voilà, bureau, que dans tous les autres espaces. Work café, salle de réunion, espace informel, que sais-je. Et là, normalement, ça vous crée quand même une offre de positions de travail. Oui, d'accord. Après, la plus difficile, c'est de faire accepter, et c'est là où le truc de mobilité, la boucle sera bouclée, est vraiment clé, de faire accepter aux gens d'utiliser tous ces autres espaces. S'ils ont le réflexe de toujours se mettre en zone bureau, là, vous pouvez être plus sur des situations de tension. Voilà. Il est midi 10, oui, on avait commencé avec un peu de retard aussi. Voilà, exactement, tout va bien. Merci beaucoup en tout cas pour vos questions, pour votre présence. Oui, merci. Pour tes présentations. Et n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le site de Camille, donc comme on travaille. Oui, c'est sympa. Non, mais il y a vraiment des articles très intéressants. Vous pouvez vous abonner aussi à sa newsletter.
C'est fait. Ben, parfait, Emmanuel. Mais en tout cas, Merci à vraiment, vous. sans faire de pub mal placée, vraiment, c'est des articles très intéressants et notamment toute une partie sur le design fiction qui est vraiment voilà, assez novateur et intéressant. Donc, voilà. Bonne lecture, Voilà. en tout cas. Oui, et puis voilà, et puis Merci j'écris beaucoup. aussi pour Welcome to the Jungle, pour ceux qui suivent ce média-là, qui est aussi super utile pour tous ces sujets. Exactement. Ben, merci à vous. C'était un petit comité, une communauté exclusivement féminin ou pas? J'ai pas vu. Non, on a eu... Merci en tout cas. Merci et bon courage. Bonne fin de Bon semaine. appétit. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.